Des îles britanniques, à l'entrée d'un détroit et de 2 mers très fréquentés, l'humble bourgade gauloise qui s'élevait il y a 2000 ans à l'embouchure de la Liane était toute désignée pour devenir un grand centre maritime. De César à Napoléon, tous les hommes de guerre ont compris l'intérêt présenté par sa situation exceptionnelle. Avant d'être le berceau de l'entente cordiale, Boulogne fut, à travers les siècles, port militaire et port d'invasion. Grand honneur, source de grand malheur. Tout au long des siècles, les destructions s'accumulèrent que Boulogne relevait chaque fois avec plus de courage. Après la retraite des Allemands en 1944, le port et la ville n'étaient plus qu'un tragique décor de ruines amoncelées. Le désastre paraissait défier tout effort de reconstruction. Aussi, lorsqu'en janvier 1945, le premier petit bateau de pêche hâtivement remis en état sortit du port à travers les épaves et les mines, la chose parut miraculeuse. C'était un signe. En effet, Boulogne était bien décidée à tirer de ses malheurs une seconde jeunesse. La cité avait juré de se moderniser. Depuis fin 1948, par un effort prodigieux, Boulogne a repris son titre de premier port de pêche de France et de capitale du hareng, avec une mise à terre annuelle de 90 à 100 000 tonnes de poissons, le tiers de la production française. Boulogne est aujourd'hui dotée de la flotte de pêche la plus moderne de France. Nous partirons un matin sur l'un des plus récents chalutiers, le Richelieu, puissant bateau de 1000 chevaux. En partant pour la pêche, les équipages du chalutier ne manquent jamais, en sortant des jetées, d'avoir un regard pour le calvaire de leur falaise. Ils se découvrent, font le signe de la croix que certains accompagnent du pater de leur enfance. Vaillance, générosité, fierté, tels sont les traits dominants de l'âme des marins de Boulogne. Cette âme si difficile à bien saisir, comme ces poissons qui vous échappent des mains quand on croit les tenir. La pêche en mer est vieille comme le monde. Depuis le temps qu'ils vont de compagnie à la mer, l'un dessus, l'autre dessous,
Hommes et poissons se sont toujours intéressés l'un à l'autre, mais à vrai dire, le poisson n'a jamais témoigné une véritable sympathie à l'homme et d'une manière générale, il l'évite. Mais grâce à tous les perfectionnements techniques, l'homme a de plus en plus dominé son adversaire. Toutefois, l'outil essentiel reste le chalut. Le chalut en action est un immense filet en forme de poche, profond de 50 mètres, traînant horizontalement au fond de la mer. L'ouverture de la gueule mesure environ 30 mètres de large et 8 à 10 mètres de haut. Pour être maintenue béante pendant la pêche, la gueule de l'engin doit être tirée sur ses 4 côtés. La lèvre inférieure, appelée bourrelet, qui constitue la partie travaillante du filet, est fortement lestée et traîne sur le fond de la mer. La manœuvre du chalut demande une installation spéciale. Des remorques ou câbles en acier sont enroulés sur un treuil à 2 bobines, mues à la vapeur ou électriquement. De chaque bord du bateau sont installés à l'avant et à l'arrière 2 potences en fer à cheval munies d'une poulie dans laquelle passent les câbles en acier. On jette à l'eau le corps du chalut et longé le long du bord, on mouille le panneau avant puis le panneau arrière, tandis que le navire dérive. Les panneaux s'écartent légèrement, la poche du chalut s'ouvre. On file alors les câbles d'acier en donnant de la vitesse au chalutier. Quand le chalut a atteint le fond, on réunit les 2 câbles de remorque à l'arrière du bateau au moyen d'une poulie appelée chien. Et le chalutier traîne son vaste filet. Par la pensée, le patron du bateau suit les câbles, même après leur disparition dans l'eau. Le coup de filet ou trait de chalut dure de 1 à 2 heures, quelquefois moins lorsque la pêche est très abondante. Pour recueillir la pêche, on ramène d'abord les panneaux d'écartement qui reprennent leur place à leurs potences respectives. On tire alors sur le pont les lèvres de la gueule du chalut. On manœuvre au ralenti pour ranger le filet bourré de harengs contre la coque, où il danse en même temps que le bateau. La poche, allégée du poids de son bourrelet, flotte d'autant mieux que les poissons remontent rapidement à la surface par la brusque dilatation de leur vessie natatoire. Fois, 20 fois, 30 fois pendant la journée, l'équipage crispera ses mains sur les mailles, hissant en cadence au coup de roulis le filet qui, à la vague, se raidit dangereusement. Au roulis suivant, on en conquiert encore quelques mètres. Mais il ne peut être question de remonter à bord en une seule fois des traits de 5 à 10 tonnes. On purge donc le chalut en détail, patiemment, en 4 ou 5 fois. La partie postérieure du filet est amenée à bord grâce à une amarre d'acier qui l'étrangle à 2 mètres de son extrémité. On forme ainsi une poche ronde gonflée de 1500 kg de harengs que l'on vire à bord à l'aide du treuil. On la vide en dénouant le nœud qui ferme le fond de la poche à la manière d'une bourse. Le marin chargé d'ouvrir la poche a une fonction redoutable. Il lui faut s'engager sous la masse suspendue, dénouer à grands coups secs le râpant qui ferme le fond de cette gigantesque épuisette et se rejeter en arrière s'il ne veut pas être pris sous cette lourde avalanche. Puis le nœud est reformé et le fond du filet rejeté à la mer, on y refoule à nouveau du poisson. La pêche est ainsi absorbée par fraction, par palanquée, comme disent les marins.
15 fois, 20 fois, 30 fois pendant la journée, on dénouera le fond du filet, le poisson tombera, on renouera, on rejettera à l'eau le sac vide, on y refoulera du hareng, on le remontera plein. Quel port de pêche français pourrait s'enorgueillir comme Boulogne de posséder une population aussi parfaitement apte aux rudes et saints métiers de la mer, une race de pêcheurs authentiques. La pêche est un dur métier qui exige des hommes forts et rudes. Seuls les repas viennent brièvement couper le travail harassant. C'est alors que de bon cœur, on fait honneur au festin préparé par le cuistot du bord. Et les rires et les fanfaronnades fusent de toutes parts. Il existe dans la mer de quoi nourrir le monde entier. Le poisson pêché en dehors des eaux territoriales appartient à tous ceux qui savent et peuvent le prendre. Sans nationalité tant qu'il n'est pas pris, il en acquiert une lorsqu'il est sur le pont du bateau ou dans la main du pêcheur. Tous les ans, c'est peut-être une armée de 150 milliards de harengs qui fait son apparition au printemps dans les eaux écossaises et qui disparaît en hiver au large des côtes normandes. Malgré une exploitation intensive des chalutiers, la mer du Nord reste l'un des plus grands réservoirs à harengs du monde. Il arrive souvent que le filet remonte en dentelle. Il a été déchiré par une épave, triste souvenir de la guerre sous-marine de 40 ou même de 14. Alors, tout l'équipage se met à tricoter. On couche les trous avec des morceaux de filet. On tisse de nouvelles mailles, pendant que Mousse et Novice, les doigts gourds, chargent les navettes. Gare à eux s'ils font attendre un instant la main agile du chef ramandeur. Souvent, la remontée du chalut éparpille en surface une multitude de poissons qui s'échappent du filet. Des guirlandes de mouettes se déploient d'un bateau à l'autre, cherchant parmi les chalutiers en pêche celui qui, en relevant son chalut, leur offrira le festin le plus copieux. Tout autour du Taldir, la mer est saupoudrée de mouettes innombrables, que notre étrave éparpille au vent tel un duvet léger. On trouve aussi sur les bancs des oiseaux aux grandes ailes blanches et noires, les margas, au corps en forme de fuseau. Parfois, les matelots profitent d'un moment de repos pour pêcher ces oiseaux. La recherche des bancs incombe au patron de pêche. À lui, toute la responsabilité. Il est maître après Dieu à bord. Pendant des journées et des nuits, à la fenêtre de sa timonerie, l'œil à tout, il veille. Il sait qu'à chaque marée, il remet en jeu sa réputation, qui a une si grande importance dans ce dur métier, où le voyage paiera, où il laissera une perte, qui peut être énorme. Heureusement pour lui, il tient de son père la connaissance approfondie des fonds, des saisons et des vents, de la température et de la salinité, tous ces éléments subtils qui régissent les mœurs encore très mystérieuses du hareng. Et ce trésor, il le transmettra le moment venu, jalousement, à son fils aîné.
les mouettes, des petitonniers danois suivent les grands chalutiers haranguiers, car pendant les beaux temps du mois d'août et de septembre, les grands thons rouges venant on ne sait d'où font leur apparition en mer du Nord pour faire eux aussi leur saison de hareng. Pour les pêcher pendant le temps d'un trait de chalut, les matelots échangent une bouteille de rouge contre un hameçon, car le thon se pêche à l'hameçon, au harpon ou au nœud coulant. À la terre comme à la mer, les gros mangent les petits. Et le thon suit le chalutier pour satisfaire son appétit vorace et s'acharner sur le poisson qui se sauvera du filet à la remontée du chalut. Quand il nage entre deux eaux, on dirait une foudroyante torpille avec son dos bleu-noir et ses flancs gris métalliques. C'est un voyageur éprouvé mais un brin frileux. Il disparaîtra de la mer du Nord dès les premiers froids de septembre. D'où vient-il? Où va-t-il? C'est son secret. Aucun savant n'a encore su le lui arracher. Le thon rouge est vraiment un poisson magnifique. Corps en fuseau, tête conique et pointue en forme d'obus. La perfection des moyens mis actuellement à la disposition des patrons de pêche et sur les chalutiers de la nouvelle flotte permettra certainement à notre port d'atteindre un nouveau palier de prospérité encore aujourd'hui insoupçonné. L'utilisation combinée des appareils de radioguidage et des ultrasons a ouvert de nouvelles perspectives à la pêche, et particulièrement à la pêche du hareng et du maquereau. Grâce aux sondeurs détecteurs ultrasonores et aux loupes électroniques, les capitaines peuvent désormais localiser scientifiquement et avec précision les régions poissonneuses et même suivre les poissons dans leurs déplacements. Ils peuvent également, grâce à ces nouveaux appareils, régler le temps de chalutage suivant l'importance de la densité et du volume des bancs de poissons.
Après chaque coup de filet, l'équipage procède sur le pont au triage du poisson. Le travail doit être exécuté très sérieusement car les pêches sont vendues aux enchères à l'arrivée au port. Le bateau qui a la réputation de soigner son poisson jouit de la faveur des acheteurs et obtient pour sa cargaison des prix beaucoup plus élevés. Lorsque les bateaux travaillent en mer du Nord et au large des côtes de Norvège, à 400 ou 500 milles de Boulogne, on met précieusement de côté, les derniers jours de pêche, le meilleur poisson dans des caisses en bois dites caisses d'origine. Le poisson est placé entre 2 lits de glace. Les caisses sont ensuite descendues dans les cales climatisées à 0 degré. Des chambres compartimentées permettent ainsi de maintenir dans un parfait état de conservation le poisson en vrac qui sera trié et classé par des équipes spécialisées à l'arrivée au port. Quelque perfectionnée et scientifique qu'elle devienne, la pêche reste encore pour les marins une aventure et une occasion de contempler l'éternelle majesté de la nature et, comme le chante Auguste Angelier, comme aujourd'hui la mer est belle et délicate. Elle fut tout le jour vaporeuse et nacrée, avec de grands frissons de lumière dorée, sous un ciel d'un gris fin, veiné comme une agate. Puis, ce ciel s'est ouvert d'une fente écarlate, et la pensive mer, qui devenait cendrée, d'une pourpre lueur soudain s'est colorée, douce lueur où tout caresse et rien n'éclate. Ah, si de jours pareils notre vie était faite. À ces nouvelles perspectives de production, il faudra, dans un avenir assez proche, adapter la distribution et la consommation. À fin décembre 1951, 115 000 tonnes de poissons, auxquels s'ajoutent 5 000 tonnes d'importation, soit plus de 120 000 tonnes de poissons, auront été mises à terre au cours de l'année sur les quais de Boulogne. 250 maisons de marée, 140 établissements de salaison, 10 usines de conserve ont traité cette énorme quantité de poissons dont la valeur globale, au départ de Boulogne, après conditionnement, représentera cette année près de 10 milliards. Le hareng, à lui seul, représentera un peu plus de 50% des apports et aura fait vivre, comme chaque année, la plus grande partie de la population laborieuse de Boulogne. Et comme le dit René Bazin, le hareng, voilà le métier des Boulonnais. C'est lui qui a bâti la ville. Il est le maître de tout. Une supposition. Tu vas en forêt de Boulogne. Tu vois un homme qui travaille avec sa hache. Tu lui dis, pourquoi cognes-tu sur le hêtre? Ailleurs, on répondrait, pour chauffer les gens. Ici, il répondra, pour sorir le hareng. Tout le doré du hareng-sort et son goût est dans la fumée du hêtre, à quoi on ajoute une poignée de sueur d'ormeau ou de frêne si l'on veut. Tu vas chez un armateur, chez un constructeur ou un réparateur de navires, chez un marchand de caisse ou un marchand de glace, chez un fabricant de filets et de cordages, même chez un banquier. Chacun d'eux parlera du hareng plus que de tout autre poisson. Tu vas dans les prés près de Boulogne, ils servent à étendre les filets qui ont passé dans le cachou. Toujours le hareng, il est le roi de Boulogne. King Herring, comme disent nos voisins les Anglais.